Intéressé au premier sujet inscrit à l'ordre du jour, c'est le démarrage des examens nationaux au niveau de l'enseignement technique, mais également l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Et le responsable, le tout premier d'ailleurs responsable de l'enseignement technique est en ligne. Avec quel saut on a lancé les premières épreuves théoriques cette année? D'ailleurs, ils sont au nombre de combien de candidats sur toute l'étendue du territoire national? Alpha Bakar Bari va répondre à ces questions. On refait le monde, l'invité. Alpha Bakar Bari, bonsoir. Bonsoir les amis, ça va? Allô, bonsoir monsieur le ministre. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Bien, nous allons bien ici, nous espérons que vous allez aussi bien. Ça va, alhamdoulilah, tout va bien. Vous êtes le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les premières épreuves des examens nationaux ont été lancées du côté de l'enseignement technique aujourd'hui également, tout comme l'enseignement préuniversitaire. Dites-nous, est-ce que ces épreuves ont été lancées avec un slogan particulier? Bonsoir à tous, merci de me recevoir dans votre émission cet après-midi. Un slogan particulier, non. Nous sommes dans une optique d'amélioration des conditions d'examen, enfin des conditions d'évaluation de l'ensemble des apprenants du système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et de façon générale dans l'ensemble du système éducatif guinéen. Et donc le slogan c'est s'améliorer chaque jour, chaque année, certainement. Mais un slogan particulier, non. Même pas tolérance zéro? Comme par le passé, ou tolérance zéro vers l'excellence? Ou l'excellence tout court? Dès qu'on évalue quelqu'un, ça veut dire qu'on ne tolère pas un certain nombre de choses, notamment la triche et les raccourcis. Et pourquoi cette rupture avec cette tradition, si on peut le dire ainsi, monsieur le ministre? Vous savez, si vous avez remarqué, depuis le 5 septembre, on est en train de rompre avec beaucoup de traditions. Hein. Et vous n'avez pas besoin de le crier, c'est ça? Non, pas du tout. On le fait doucement, sereinement, et on s'assure que chaque jour qu'on fait une nouvelle réforme, on engrange des résultats qui sont bénéfiques pour l'ensemble des apprenants de Guinée. Alors, quelles sont les réformes avec lesquelles on est allé avec les examens de cette année, les innovations? Moi, je pense qu'au niveau de l'enseignement technique, ce qu'il faut d'abord noter, remarquer, c'est que cette année, et c'est très très heureux pour tout le monde, c'est que vous avez plus de 60% de jeunes filles qui sont en évaluation cette année sur l'ensemble des effectifs. Sur près de 25 000 candidats, vous avez 60% de jeunes dames qui sont en évaluation. Ça veut dire que 60% de ces femmes-là, de cette cible que nous avons, a validé les 3 années de formation ou 2 années de formation selon les diplômes qu'ils sont en train de rechercher. Ils sont allés au terme de leur formation, ce qui est extrêmement positif pour nous. La deuxième chose, c'est que cette année, nous avons des effectifs maîtrisés parce que nous avons procédé à une opération de biométrisation depuis le début de l'année 2022, ce qui veut dire que nous savons exactement le nombre de personnes qui passeront les examens cette année. Chaque candidat va avoir un numéro d'identifiant unique qui va être porté sur son diplôme. Cela est un ajout au dispositif de sécurisation des diplômes chez nous. Et puis tous les résultats sont disponibles en open source, donc en accès libre sur le site Parcours Pro Guinée. Parcours Pro Guinée que nous avons lancé il y a quelques mois et qui consiste justement à digitaliser l'ensemble du processus, non seulement de formation, mais aussi d'accompagnement de l'apprenant jusqu'au niveau de l'emploi. Oui, monsieur le ministre, à ce niveau, par rapport à ce numéro d'identifiant, la crainte est que dans l'avenir, il faudrait s'y attendre. C'est avec ceux qui ont passé les examens bien avant cette promotion ou bien avant cette année, avec ces numéros, est-ce que ça ne peut pas remettre la qualité de leur diplôme dans un futur proche? Est-ce que vous avez mesuré les inconvénients qui peuvent naître ou qui peuvent découler de cette mesure que vous avez prise? L'innovation, elle est comme ça. Elle apporte de la sécurité. Les anciens diplômes sont tout autant valables. Il faut juste justifier ou prouver de l'effectivité de ces diplômes-là ou de la régularité de ces diplômes. Ce qui est intéressant avec les numéros d'identifiant uniques, c'est qu'on dira qu'à partir de 2022,
tout apprenant de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui s'est régulièrement inscrit a été inscrit et a été biométrisé, et ces informations sont stockées quelque part, et un processus d'accompagnement est mis en place pour l'amener jusqu'au niveau de l'emploi ou du chômage. Et quand il est au chômage, on sait exactement le nombre de personnes au chômage ayant obtenu un diplôme de l'enseignement technique, et du coup, ça nous permet de nous projeter dans le futur. Donc pour nous, c'est important qu'on ait cette innovation. C'est constructif, c'est beaucoup plus positif que si on ne l'avait pas et qu'on restait dans le flou des approximations. Alors, toujours pour la suite à la question de Marouane, pour le numéro d'identifiant unique, est-ce que du coup, vu que vous avez instauré certaines innovations cette année, il ne devrait pas y avoir un processus de vérification et d'authentification des précédents diplômes comme ça pour uniformiser ça? Parce que, a priori, il y a déjà un a priori de doute sur les anciens diplômes. Et la seconde question que je voudrais poser, c'est, vous félicitez du fait que parmi l'effectif de ceux qui font l'examen de sortie cette année, 60% sont des femmes ou des filles, la jeune féminine en tout cas. Est-ce que en soi, c'est un progrès? Parce qu'on peut imaginer que à la base, à l'entrée, les filles étaient surreprésentées parce que généralement, c'est elles qui décrochent le plus à l'enseignement à l'enseignement préuniversitaire et qui sont du coup systématiquement reversées dans l'enseignement technique. Alors, je vais vous dire, si vous prenez les statistiques globalement, vous avez une note de satisfaction. Si vous entrez dans les détails de ces statistiques, Allô? Allô, vous êtes là, monsieur le ministre? Allô? On a été interrompu là, on va essayer de le rappeler très rapidement pour répondre à cette question, et puis le débat va se poursuivre sur le lancement de façon générale des examens nationaux, session 2023, en tout cas du côté de l'enseignement préuniversitaire pour le certificat d'études élémentaires, encore appelé entrée en 7e année. C'est un total de 344 338 candidats, dont 156 740 filles. Et le ministre de l'enseignement préuniversitaire qui a aussi donné son OK pour participer à cette émission au téléphone, bien entendu, puisqu'il a lancé la toute première épreuve du côté de Sigiri. On essaye de l'avoir, mais voilà, on me fait signe qu'il est encore... Alors, monsieur le ministre, vous êtes là? Oui, Dioma, je suis là. Alors, allez-y, je oui, disais sans que se balayer. globalement, si vous prenez les statistiques, nous sommes satisfaits qu'il y ait des jeunes filles d'un aussi grand nombre qui ont validé 3 années de scolarité chez nous. Ça, c'est extrêmement positif. Est-ce que nous sommes satisfaits de cela? Pas tout à fait, parce que nous voulons qu'il y ait beaucoup plus de femmes. Parce que si vous regardez, la majorité des gens inscrits, et de ces 60% sont inscrits en école de santé. Est-ce que nous sommes satisfaits? Non, parce que nous voulons qu'il y ait beaucoup plus de jeunes filles inscrites en ingénierie, en BTP, dans les sciences techniques, dans les filières techniques de la formation professionnelle, pour que nous puissions obtenir une balance de ce niveau-là, à ce niveau-là également, et que l'on puisse encourager beaucoup plus de jeunes filles dans d'autres métiers qui ne soient pas des métiers traditionnels, dits traditionnels faits pour les jeunes filles, comme sage-femme, aide-soignante ou conseillère en santé ou couturière, etc. Nous voulons voir des femmes carreleurs, nous voulons voir des femmes mécaniciennes, nous voulons voir des femmes menuisières. C'est cela la diversité que nous cherchons et la balance du genre que nous cherchons. La première question, c'est sur l'identifiant unique, le numéro d'identifiant unique. Allô? Oui. Alors, je demandais, est-ce que vous ne devriez pas lancer peut-être un processus de vérification ou d'authentification des anciens... Oui, je me souviens de cette question. Oui, c'est un processus. Écoutez, nous sommes dans un processus. Cette année est une année pilote qui a été validée et qui a été extrêmement positive pour le numéro d'identifiant unique et la biométrisation. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord élargir cette initiative au secteur privé de l'enseignement technique. Donc les écoles privées sont aussi embarquées sur Parcours Pro avec un numéro d'identifiant unique parce que le diplôme il est national, il est reconnu de façon nationale. Si nous arrivons à fixer l'année 2022, nous allons bien entendu faire une rétrospection sur les anciens diplômes et inviter les anciens diplômés à venir s'enrôler graduellement. Cela va nous permettre justement d'éliminer les cas de fraude, d'installation irrégulière, de diplômes obtenus de façon irrégulière, et cela va permettre justement
d'obtenir des données fiables et intègres qui nous permettront de nous projeter et d'avoir une analyse assez objective du secteur et de conforter nos prises de décision pour les prochaines années. Alors, parlant des branches techniques, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nos écoles sont suffisamment équipées pour les cours pratiques et qui pourraient éventuellement intéresser ou susciter de l'engouement autour de ces branches? Écoutez, non, nous ne sommes pas à 100% prêts. Je pense que pour les 10 prochaines années, ça va être compliqué de répondre. Vous savez, de façon globale, les statistiques le disent. L'Afrique a une démographie extrêmement jeune, donc il y aura de plus en plus de jeunes qui vont vouloir aller dans les universités, dans les écoles d'enseignement technique et de formation professionnelle. Nos États, dans la configuration actuelle des budgets, ne peuvent pas répondre de façon satisfaisante aux besoins en situation de salle de classe. C'est pour cela que nous explorons ce qu'on appelle des situations alternatives de formation, qui ne nécessitent pas forcément des salles de classe et des équipements qui sont installés dans des ateliers. C'est pour ça que nous privilégierons à partir de la fin 2023 et début 2024 un système de formation par l'alternance en mettant en contribution le secteur privé qui dispose d'outils et d'ateliers capables de recevoir un plus grand nombre de jeunes et donc d'assurer la continuité de la mission pédagogique que nous initions dans les écoles. Cela va élargir le spectre et la capacité d'accueil de l'enseignement technique de la formation professionnelle et permettre à des jeunes d'acquérir des compétences et transférer des gestes techniques de façon continuelle et diversifiée. Alpha Bakar Bari, ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Merci à vous d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. C'est un devoir de notre côté. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. On va